Bonsoir à tous et à tous ceux qui nous écoutent pour ce nouvel échange avec 2CDR, Collectif Citoyen pour la démocratie réelle. Ce soir, on a l'occasion d'accueillir Johan qui anime le média Le Canard Réfractaire. Bonsoir Johan. Salut, salut. Gwen et Valérie sont aussi avec nous. Salut Gwen, salut Valérie. Salut tout le monde. Donc Johan, tu animes le média Le Canard Réfractaire, un média alternatif et engagé qui essaie de traiter de l'actualité sous un angle différent de celui des gros médias, avec un autre regard. On a vu plusieurs de tes vidéos sur YouTube qui traitent des sujets de fond dans lesquels tu prends le temps d'expliquer différents enjeux. Et dernièrement, tu t'es aussi lancé dans une revue de presse hebdomadaire. Bon, on va te laisser te présenter d'abord peut-être et nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est le Canard Réfractaire. Tu es un des fondateurs ou le fondateur de ce média, c'est ça? Ouais, ça commence à avoir une longue histoire de ça. À la base, on était deux, on était avec Myriam et c'était surtout un média local qui est né un peu sous l'impulsion des Gilets jaunes. Donc, c'était mai 2019, donc quelques mois après le début des Gilets jaunes. Du coup, l'idée, c'était de pouvoir médiatiser un peu les copains GJ parce que en général, la com, elle était nulle. On avait souvenir, par exemple, d'un événement, un peu l'événement déclencheur, c'était pour un festival de l'écologie qu'on avait organisé avec des camarades Gilets jaunes notamment. Et la seule chose qu'on avait à partager sur les réseaux en termes de vidéos, c'était un mec qui se filmait avec son téléphone à la verticale, tu sais, en contre-plongée, avec sa clope, ça durait 15 minutes et c'était affreux. Et en fait, on n'avait que ça. Et du coup, on s'est dit, putain de bordel, faut quand même qu'on essaye de faire un truc à peu près bien. Et du coup, on était parti là-dessus avec Myriam notamment. Alors, on ne savait pas trop quoi faire. Nos premières vidéos étaient aussi affreuses, mais c'était cette idée-là de pouvoir médiatiser les copains et que ce soit plus sexy, quoi. Parce que les Gilets jaunes, c'était sexy dans les ronds-points, mais c'était pas encore assez sexy sur Internet. Et du coup, c'est con, parce que du coup, on perdait la bataille médiatique, etc. Du coup, on est parti là-dessus, avec l'idée de faire de la vidéo sur Internet, mais surtout un papier journal où on donnait la parole aux gens, où on essayait de parler un peu d'investigation locale, donc autour de Guingamp, puisque c'est basé à Guingamp, je ne l'ai pas dit. Le Covid arrivant, évidemment, en mars, le Covid arrivait du coup, genre fin mars, le confinement, il comme ça. Et début mars, du coup, on était dans notre 3e ou 4e édition du journal. On en avait imprimé 1000 en se disant, vas-y, on avance du fric, on va en vendre plein, il y aura pas de manif à ce moment-là. Et évidemment, il y a eu le Covid. Et du coup, ça a un peu réorienté le truc. Il n'y avait plus de manif à couvrir en vidéo, il n'y avait plus moyen de distribuer des journaux. Du coup, c'était mort, déjà que c'était la galère avant de le faire. Et donc, forçait un peu de faire une vidéo en face cam parce qu'on avait que ça à foutre, enfin, que j'avais que ça à faire là où j'étais. Et c'est là où les premières revues de presse sont nées face caméra. Et après, c'est parti de manière non contrôlée jusqu'à aujourd'hui, où Myriam est partie du coup en août, mais on a pu faire un financement participatif en septembre dernier. C'est fini septembre dernier, si je dis pas de bêtises. Et du coup, maintenant, il y a moi à plein temps. Il y a Nina qu'on voit en vidéo qui est à mi-temps. Donc, il fait à peu près le même boulot que moi dans les vidéos. Camille qui s'occupe avec nous des vidéos et qui fait de la prod. On a un monteur et il y a 2 personnes qui travaillent en contractuel avec nous aussi, du coup, pour les fiches internationales et pour le graphisme. Du coup, on est toute une petite équipe. Il y a moi et Nina qui sommes à Guingamp et le reste un peu éparpillé partout en France. Et du coup, l'idée, c'était de faire un peu un contre-média. On essaye, même si c'est difficile, parce que les choses changent et tout ça, de toujours s'inspirer un peu des Gilets jaunes dans le manque de confiance évidemment qu'on a face à l'oligarchie en place, dans les dénonciations et dans le fait que face au BFM et compagnie, il faut une contre-puissance un peu là-dessus. C'est ce qu'on essaie de faire un peu, en étant un peu détente et cool, mais en se prenant pas trop pour la télé et en étant un peu sur les codes de YouTube avec les idées des Gilets jaunes, pour résumer un peu. D'accord, mais du coup, vous aviez pas du tout de compétences tous les deux à la base quand vous êtes lancés là-dedans. Non, on était on était plus dans l'agriculture D'accord. à la base. Et, c'est en faisant énormément de très mauvais journaux et de très mauvaises vidéos qu'on a appris petit à petit à faire bien. Et c'est avec le financement participatif, donc le soutien des gens, qu'on a pu prendre du matos, etc. etc. Et voilà quoi. Ouais, ça s'est vraiment emporté, quoi, le projet. Ouais, c'est un peu perte de contrôle là depuis quelques temps, mais pour le bien, ça va. Oui, peut-être t'as l'impression de prendre une décision vite fait il y a 2 ans et puis après t'es emporté par le flot. Je crois qu'il y en a beaucoup qui ont, qui ont vécu ça. Ouais. Mais justement, est-ce que tu te disais ça quand tu as créé le Canard Réfractaire? Est-ce que j'imagine que c'est devenu un métier?
à part entière pour Ouais, toi? c'est devenu un métier. C'était un peu en gros métier de la galère. Donc dès avril, je pense, avril 2020, du coup. Et après, vraiment salariat depuis septembre, là. Alors moi, j'ai pas de mémoire, j'ai un gros problème de mémoire. Je sais pas ce que je pensais au début. Je pensais qu'on allait plus galérer sur les journaux, mais vraiment la vidéo, c'était le truc à côté. Et vivre de ça, en vrai, ça arrive assez vite avec les revues de presse. Le gros changement, ça a toujours surtout été de pouvoir embaucher les copains, et qu'on soit à plusieurs là-dessus. Surtout ça, le gros truc qui a permis le financement participatif. On a récolté genre 53 000 euros, un truc comme ça. Du coup, on vit là-dessus. Et genre pouvoir appeler ses copains en disant, hey, tu veux un CDI? C'est incroyable. Incroyable expérience. C'est clair. Et quand vous avez commencé au tout début, c'est sans doute difficile au départ de se faire connaître. Et comment vous avez fait pour gagner de l'audience petit à petit? Alors, si on se concentre que sur la vidéo, parce que c'est plus intéressant, le journal, c'était beaucoup plus compliqué. Pour la vidéo, on a surtout commencé sur les réseaux Gilets jaunes qui étaient les nôtres, donc autour de Guingamp, et sur Facebook, parce que sur Facebook, on peut partager sur des groupes. Et du coup, on peut essayer de construire petit à petit, à force de faire des vidéos de manif et des trucs machin, une petite base. Mais le gros changement pour nous, ça a été quand Myriam est allée voir Franck Lepage dans une conférence gesticulée obscure au Centre-Bretagne et qu'elle a eu le culot de lui dire ah, vas-y, ça te dit, on fait une interview, machin. Et il a accepté. Et du coup, on a fait, je sais pas, une petite dizaine de mini-vidéos avec lui. Et ça a permis d'avoir en fait la base les quelques milliers d'abonnés. Et puis ensuite, après, le Franck Lepage et Chouard qui sont passés à Rostronin aussi au Centre-Bretagne. Voilà, les trucs qu'on voit là. Du coup, ça, plus les conférences avec Chouard, ça nous a permis d'avoir la base, sur YouTube, des 10 000 abonnés, en gros. Et une fois que tu as une base et que les gens ils commencent à regarder les vidéos, tu as l'algo qui dit ah tiens, cette vidéo-là, cette chaîne-là, elle est bien. Et du coup, après, tu es porté. Et puis voilà quoi. Donc la base sur Facebook grâce aux communautés Gilets jaunes. Franck Lepage qui arrive, qui nous permet d'avoir une indépendance sur YouTube. Puis après, c'est les jeux de l'algo en vrai. Hein. Oui, mais aujourd'hui, je crois que tu as plus de 80, quasiment 100 000 abonnés, c'est ça? Ouais. Donc, ça ne tient pas qu'aux Gilets jaunes. Il y a un moment où ça a quand même décollé par rapport à d'autres sujets, j'imagine. Ou... Ouais, je pense que les Gilets jaunes, ils avaient le réseau Gilets jaunes en tout cas. Ça avait son importance au tout début pour faire connaître le canard. Et pour le tout premier financement qu'on avait fait au tout début, on avait demandé 3 000 euros, je crois. C'est pour ça qu'on avait eu des caméras bien pour le confinement. Et du coup, vraiment, cette première partie, c'était le réseau Gilets jaunes. Peut-être un peu réseau écolo, réseau insoumis, principalement réseau Gilets jaunes. Et après, comme je disais, une fois que tu es porté par l'algorithme sur YouTube, tu as une autre stratégie totale parce qu'en fait, tu n'es plus trop en relation directe avec les gens, par exemple, autour de toi. Tu es en relation avec l'algorithme en disant hey, si je fais une miniature comme ça et un titre comme ça, avec une vidéo qui dit ça, ça va marcher. Du coup, tu entres dans ce jeu d'équilibriste de l'algorithme, etc. Donc, on pourra peut-être reparler plus tard, des limites un peu de ce format-là. Et du coup, à partir de début 2020, on s'est détaché des réseaux Gilets jaunes en tant qu'humain à humain pour aller sur le truc de l'algo, je pense. D'accord, ouais, du coup, ça change un peu comment vous choisissez les sujets ou plutôt la manière de les présenter. Alors oui, parce que déjà, on n'est plus du tout dépendant des Gilets jaunes et des actions, des manifestations pour faire nos sujets. Donc, on est passé de couvrir des manifestations à créer de l'opinion, un peu, de l'analyse. Du coup, ça, c'était le gros changement. Et il y a un autre truc aussi, c'est que après, on a fait des retours là-dessus, puis il y avait le confinement, etc. Mais le truc, c'est que du coup, tu peux très bien rester toute la journée dans ton local ou dans ton truc à penser les vidéos sans forcément avoir des contacts avec les gens dans le réel, tu vois. Et du coup, ça aussi, ça a pas mal changé, je pense, dans l'évolution politique du canard, dans l'indépendance un peu de la réflexion, etc. Je pense que ça a joué, quoi. Et pourtant, vous continuez quand même à garder des liens assez forts avec les mobilisations. J'ai vu que vous aviez pu faire plusieurs vidéos sur le convoi. Oui. C'est une trame qui reste un peu. Ouais, bah, je pense qu'il y a eu tout un moment où on s'est beaucoup construit sur, mais c'est avec le confinement beaucoup aussi, je pense, un peu de l'isolement comme ça. Et là, depuis, ouais, Convoi des libertés, même un peu avant, les manifs des profs, on a pris cette belle résolution de se dire, il faut qu'on sorte le maximum possible. Et du coup, là, on est dans d'autres projets où on va directement soit organiser des actions, soit accompagner des actions, etc., etc. Du coup, on a un peu ce retour-là avec le mouvement social qui revient. Nous, on essaye de mettre en avant ces trucs-là. Sauf que maintenant, on passe d'un truc de on couvre les manifestations et on fait mille vues à
on apporte vraiment aux manifestations une médiatisation avec 20-30 000 personnes. Du coup, là, il y a moyen de faire des trucs intelligents et de à la fois avoir la masse des personnes qui regardent avec l'action concrète pour donner envie aux gens de faire des choses, plutôt que juste de construire un argumentaire toujours plus grand, une cathédrale d'argumentaire contre le capitalisme et contre Macron, etc. Là, du coup, on revient sur c'est ce qu'on voulait faire, sur de l'action concrète. Et du coup, comment tu définis aujourd'hui le canard réfractaire? Je sais pas trop. C'est le bordel un peu. Moi, je pense qu'on est dégagiste, ça fort. On a gardé un peu le truc constituant. On a été contaminé par l'anti-impérialisme, donc de la critique un peu des États-Unis, etc. Et de regarder un peu ce qui se passe en Amérique latine. Et on essaye d'avoir cette tech, cet angle, pardon, un peu anti-bourgeoise, dans le sens un peu de Bégodeau, c'est-à-dire de faire chier un peu les gens qui pensent que la politique, c'est des cours, qui pensent que la politique, c'est un truc de prof, qui pensent que c'est quelque chose de seulement technique, et d'arriver avec un langage parfois un petit peu exagéré, vulgaire, ou un truc comme ça, et propre, pour dire que nous, on peut faire des choses belles avec notre langage, et ça marche bien. Du coup, on a un peu cette tech un peu anti-bourgeoise. Voilà. Je sais pas, c'est clair, ça va? J'ai l'impression d'être... Ouais. Et donc, en tout cas, vous êtes un média qui produit de l'éducation populaire. Et justement, vous essayez de le faire avec notre langage pour que, sans doute, ça soit plus porteur. À qui ce média s'adresse essentiellement? En tout cas, c'est dur de savoir qui regarde. Je pense que ça s'adresse principalement... je pense qu'il reste toujours un cœur un peu gilet jaune, c'est-à-dire c'est pas des gens qui sont trop politisés, trop intellectuels, ça c'est sûr. Tu vois, qui genre les gens qui sont casse-couilles et qui lisent plein de bouquins et qui font des vidéos avec des bouquins derrière eux, là, vous voyez, ce genre de gens. Bref, je pense que c'est pas trop ça notre public, c'est plus des gens, je pense, à mon avis, qui sont assez... On a regardé les stats d'âge, donc il y a vraiment tous les âges, et j'exagère pas en disant ça, c'est vraiment tous les âges, pas mal de personnes assez anciennes, et qui doivent être, je pense, alors ça va être dur d'utiliser les mots, mais je pense un peu genre gauche gilet jaune, et qui sont pas trop dans les logiques des partis, qui sont plutôt dans une logique de dégager tous et critique des médias un peu comme ça. Et pour revenir donc à qui vous vous adressez, j'ai lu sur un descriptif, je crois de la page YouTube du Canard, le souhait de sortir la lutte des réseaux militants habituels. Est-ce que tu penses que vous avez un peu réussi ça? Parce que bon, comment faire pour porter notre parole, pour porter l'éducation populaire au-delà des militants habituels qui forcément vont apprécier cette parole, mais comment faire pour aller plus loin que ça? Ouais. En vrai, je pense que c'est la question principale, et qu'en tant que militant, si on peut se définir comme ça, c'est genre la question qui doit un peu nous obséder, qui doit nous pousser à agir et à penser différemment. Je pense qu'on s'inscrit quand même dans cette... comment dire? Non, je vais prendre l'histoire un peu à l'envers. Moi, je viens un peu des milieux dits de gauche, un peu populistes de gauche, pour faire simple, genre choix, nous debout, etc. Donc, de ce truc-là. Et nous, à l'époque, il y avait vraiment cette... surtout nous debout qui était assez bourgeois dans sa manière de fonctionner. Nous, on avait cet affect un peu de dire les prolos, ils sont débiles. Pourquoi? Parce qu'ils ont leur cul sur leur canapé alors qu'ils devraient faire la révolution, tu vois. Et du coup, on se posait la même question de comment est-ce qu'on va leur parler à ces gens-là, machin, machin. Et ça a donné des chaînes YouTube horribles où des bourgeois de gauche essayent de donner des cours à des gens qui sont en fait que des étudiants en histoire ou en lettres de je sais pas quelle université. Et en fait, la réalité, c'est que c'est pas à nous d'essayer de donner des cours à des gens, c'est vraiment une vision flinguée de la politique. Et qu'aujourd'hui, pour plein de raisons différentes, peut-être qu'on va en parler, du populisme en tant que théorie politique, c'est que les gens, ils agissent et ils se mobilisent de manière totalement différente de d'habitude et de manière spontanée et en apparence assez désorganisée. Et du coup, il y a les gilets jaunes qui sont arrivés. Et les gilets jaunes, eux, ils n'ont pas été prévus par les profs insupportables qui font des vidéos de nuls sur la gauche et tout ça. C'est venu comme ça, indépendamment de nous. Et c'est la grosse claque, c'est genre la gauche prof, vous avez rien fait, quoi. Et les seuls intellectuels qui ont réussi à influencer durablement et positivement ces trucs, c'est les gens comme Étienne Chouard, qui était considéré comme un confus et extracisé par cette méta, enfin par cette gauche-là. Et du coup, pourquoi je dis ça? Parce qu'en gros, à mon avis, c'est que essayer de toucher les gens, c'est compliqué, mais je crois que de toute façon, il y a toujours des mouvements populaires qui arrivent spontanément pour que ça se politise et on ne contrôle pas ça. On ne va pas contrôler le mouvement social, on ne va pas contrôler quand les gens ils vont y aller. Tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de nourrir au mieux les choses
et que nous, ce qu'on aime et ce dont on est un peu fier, même si c'est dur de le mesurer, c'est qu'on a l'impression de continuer à nourrir le mouvement des Gilets jaunes. Donc ça, c'est cool parce que ça veut dire que du coup, on arrive à apporter, et nous aussi, on évolue beaucoup, mais on arrive à apporter des choses à ce mouvement-là, à cet élan-là, et que la prochaine fois où ça va péter, on sera prêt aussi pour jouer le rôle médiatique qui n'a pas été pris en 2018 et qui va peut-être que ça va changer les choses en ce moment. Donc comment convaincre les gens? Les autres gens, c'est difficile de les atteindre. Après, c'est des questions de format et tout ça, peut-être changer de ton, etc. Mais l'important, je pense, c'est d'être prêt au moment où ça va péter, comme ça a failli péter avec le convoi de la liberté, par exemple. Tu parles du mouvement au présent, alors que beaucoup le mettent au passé. Est-ce que tu penses justement que le mouvement des Gilets jaunes est toujours vivant ou vivant sous une autre forme peut-être? Ou semi-enterré? Ou quel est ton avis là-dessus? Si on est très pratique, je pense que les Gilets jaunes, je sais pas trop, je pense que ça s'est éteint, genre vraiment de manière très pratique. Je dirais été 2019 où on sentait vraiment qu'il y avait une fin. Je pense quelque chose comme ça. On pourra discuter des dates. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est le convoi de la liberté. Si je prends cet exemple-là, qui me font penser que qui me font dire que les Gilets jaunes sont encore du présent, c'est que au Canada, alors c'est difficile, mais ça avait l'air différent ce qui s'est passé au Canada que ce qui s'est passé en France, au niveau des revendications et au niveau de ceux qui ont mené le truc. Au Canada, en France, tu vois, spontanément, ça a été fait sans parti, sans syndicat, en dégageant les récupérations. Ça a été fait sur Internet, sans leader, avec des revendications qui étaient de suite, immédiatement, qui étaient quand même très sociales et très démocratiques, et en essayant de joindre un maximum de gens dans un truc dégagiste, tu vois. C'est-à-dire que spontanément, quand ça bouge en France, aujourd'hui, maintenant, notre imaginaire fait que ce qui arrive, c'est quoi? C'est les putains de gilets jaunes, quoi. Donc, techniquement, les gilets jaunes, en tant qu'ils sont nés 2018, machin, oui, ok, ils sont morts en 2019, mais l'héritage est toujours là, et ce qui a été construit est toujours là, et le convoi des libertés, ça montre que spontanément, c'est ça qui revient. C'est ça qui revient. C'est plutôt rassurant, parce que putain, les gilets jaunes, c'est stylé, quand même. On parlait de la non-médiatisation, enfin, la non-capacité à communiquer. Est-ce que tu penses que c'est une des raisons pour lesquelles le mouvement s'est éteint petit à petit? La non-médiatisation, peut-être. Je pense qu'il y a plein de raisons. Est-ce que ça, c'est une raison? Oui, je pense. Il y a très peu de médias qui ont bien suivi les Gilets jaunes. Je réfléchissais, quel média a bien suivi les Gilets jaunes? Moi, j'ai souvenir que le Média pour tous avait fait des trucs corrects, qu'il y a certains autres trucs peut-être, mais pas beaucoup en fait. Hein. Pas beaucoup, pas tant que ça. Et que du coup, c'est parti. Le souci, c'est que j'ai l'impression, peut-être une analyse flinguée, vous allez peut-être me contredire là-dessus, j'en sais rien, mais j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup en fait de live qui étaient faits sur Facebook qui duraient genre 2 plombes, littéralement 2 plombes, et que c'était par là où passaient les informations et se politisaient les gens. Et que peut-être qu'au bout d'un moment, c'était un peu casse-couille d'avoir des gens qui parlaient pendant 2 heures avec un micro un peu flingué, et que du coup, ça aussi, ça a empêché que les informations passaient facilement. Mais après, je pense qu'il y a eu beaucoup la répression policière, l'impasse stratégique des Gilets jaunes. Je ne pense pas que de toute façon, ça aurait pu véritablement aller plus loin que ça en vue de ce qu'il y avait en face de Macron, à mon avis. Il y avait toutes ces raisons-là. Mais oui, il y avait un problème médiatique que personne relayait en fait, à part les gens eux-mêmes, mais sauf que ça a ses limites techniques, je pense, assez vite. En vrai, la vraie raison, enfin, la plus intéressante, je trouve, qui est assez peu exprimée, je pense que c'est un peu la gentrification, à mon avis. Gentrification, c'est genre, c'est les quartiers pauvres qui sont après, les bourgeois, ils arrivent, et du coup, tout d'un coup, tu as des magasins végans et tout ça qui apparaît, tu vois, gentrification du quartier. Je crois qu'il y a ce même phénomène avec les automédias, c'est-à-dire que tu avais les camions, enfin, je vais être très caricatural exprès. T'as genre les camionneurs qui n'ont pas le temps de faire des automédias, de faire du montage avec et qui n'ont pas le temps de faire un vrai truc clean. Et du coup, eux, ils ont que leur téléphone portable. Sauf qu'au bout d'un moment, les téléphones portables, c'est lassant et que surtout, tu as des gens un peu comme nous. Donc, on n'est pas bourgeois en sens de on a du pognon, mais on est bourgeois un peu parce qu'on a essayé de se déclasser avec l'écologie, avec la gauche. On a fait une vidéo là-dessus, si ça vous intéresse. Mais en gros, on a essayé de se déclasser comme ça. Et du coup, nous, on avait ce réflexe-là. Et cette compétence-là au niveau de l'informatique, de vas-y, on y va, on fait le montage, on fait le machin, on avait les codes d'Internet, donc on y va. Du coup, pourquoi est-ce que le canard, il a survécu, en tout cas dans les premiers moments?
c'est parce qu'on avait, je pense, un peu cette culture-là et ces moyens-là de faire mieux que ce que faisaient les gens qui étaient dans leur camion toute la journée, quoi. Je pense. Et que c'est pour ça que si le Canard est un des rares médias qui se revendique encore des Gilets jaunes, qui est né de ça et qui est encore actif aujourd'hui, c'est pas un hasard aussi si ceux qui l'ont créé, c'est pas la sociologie des Gilets jaunes. Tu vois, moi, dans le rond-point, j'étais le seul végan, j'étais le seul avec des chemises à carreaux et qui parlait d'écologie, tu vois, pour faire caricaturer un peu le truc. Et je pense qu'il y a un peu de ça. En vrai, je pense qu'il y a un peu de ça. Parce qu'on avait la culture de YouTube, on savait comment ça marchait, on savait quelle vignette faire, etc., etc. On n'avait pas une famille à charge. Enfin, je pouvais vivre avec 500 balles par mois largement. Et du coup, ça veut dire que je pouvais être précaire longtemps, alors qu'un père de famille, ça pouvait pas. Alors que tu avais beaucoup de pères de famille dans les Gilets jaunes, etc., qui avaient sans doute leurs médias, mais qui se sont lassés au bout d'un moment, et les gens se sont lassés. Et surtout, nous, on est arrivé, je pense, c'est dur à savoir, mais je pense que le phénomène existe. C'est-à-dire que nous, on arrive avec une vidéo rythmée de 10 minutes, avec un bel éclairage, un bel appareil photo et un beau son. Et du coup, de fait, entre guillemets, on rentre en concurrence avec ceux qui font des lives dégueulasses de 2 heures. Du coup, les gens, ils s'habituent, je pense, aux vidéos de 10 minutes. Donc, ils s'habituent à notre format. Du coup, un peu à notre réappropriation des Gilets jaunes par notre sociologie, au lieu des gens qui sont plus authentiquement Gilets jaunes, j'ai envie de dire, des gens qui sont plus prolos, des camionneurs, etc. C'est pas la seule raison, mais je pense que c'est une des raisons la plus intéressantes. Ouais, ça a toujours été un parti pris de fou de se dire on va jouer le jeu de YouTube à fond et du coup on va rendre sexy aussi les théories, enfin les analyses qu'on met en avant et qu'on avait aussi en horreur. En vrai, on s'est beaucoup mis en opposition à ce que la gauche YouTube faisait à l'époque, autoproclamée gauche YouTube. Qui faisait à l'époque des vidéos qui étaient très moches, qui étaient très longues, qui étaient mal montées. Et nous, on dit, OK, on va arriver avec du contenu de qualité pour que ce soit sexy, que les gens, ils accrochent. Et justement, je sais plus qui posait la question, Valérie, je crois, qui disait comment est-ce qu'on peut s'approprier des personnes qui sont pas des militants. Bah, je pense que ça, c'est une des raisons, c'est-à-dire une des moyens de faire le langage technique et audiovisuel qui fait que ce contenu est attrayant. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont regardé les vidéos du Canard, non pas parce que l'analyse était incroyable, mais en tout cas au début parce que c'était agréable à écouter, le rythme était bien, etc., etc. Et que les gens, ils ont resté, qui s'habituent et qui continuent à regarder parce qu'il y a cette qualité-là, il y a cette satisfaction que c'est bien fait, etc., etc. Du coup, on essaie de mettre la technique au service de notre message politique parce qu'à un moment ou à un autre, faut le faire, quoi. Je pense. Après, ça produit ce que je disais, la gentrification, mais en même temps, ça permet aussi d'avoir un rapport de force et de continuer aussi à faire notre truc. D'où l'idée, du coup, là, qu'on a maintenant qu'on a 100 000 abonnés, de mettre en avant plus les actions concrètes sur le terrain pour essayer de reverse la gentrification. Je ne sais pas si je suis clair. Oui, après, du prolo camionneur en face de nos caméras, et comme ça, ils peuvent dire ce qu'ils ont à dire et ils profitent du travail qu'on a fait, quoi. Donc, en gros, maintenant, oui, si on veut vraiment garder les gens qui regardent les vidéos, on est un peu obligé d'en passer par là, de faire ces formats courts, très dynamiques, etc. Sinon, on perd les gens. Ouais, bah, je pense que si on faisait les mêmes vidéos, genre par exemple la vidéo Ukraine, là, on a fait une vidéo Ukraine hyper longue, 45 minutes. S'il n'y avait pas le montage, s'il n'y avait pas les musiques, s'il n'y avait pas la décor, la réalisation, la qualité de son, etc., déjà la vidéo elle durait 2 heures. Et qui voudrait s'infliger une vidéo de 2 heures de géopolitique sur l'Ukraine avec un son dégueulasse, avec une image dégueulasse? Bah, réponse, les gens qui sont capables de s'infliger ça, c'est-à-dire pas personne, pas tout le monde, c'est surtout les gens qui sont déjà d'accord. Et du coup, là, tu fais de l'entre-soi. Du coup, non, ça sert à rien de faire de l'entre-soi. En vrai, ça sert à rien de faire de l'entre-soi. Bah oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On espère justement pouvoir porter nos idées à l'extérieur de notre cercle. Donc, effectivement. Oui. C'est l'obsession. C'est l'obsession. Et du coup, le fait aussi qu'on... là, du coup, aujourd'hui, j'ai écrit ça et on va les tourner demain et on va les diffuser sur TikTok aussi. Là, toujours pareil, c'est un autre format, c'est un autre langage et du coup, on va essayer de se taper les contraintes techniques pour essayer de diffuser un message politique et d'aller au maximum de ce qu'on peut faire avec les limites qui sont les nôtres là-dessus pour essayer de toucher plus les jeunes parce que tu as une sociologie très particulière sur Facebook, tu en as une autre très particulière sur YouTube, elle est encore différente sur Twitch, encore différente sur TikTok. Du coup, nous, un peu notre boulot, c'est un peu ça, quoi. C'est on a un message politique et on se paye les contraintes techniques pour essayer de diffuser au maximum. Et puis après,
façon, c'est pas. Ce qu'on dit souvent, c'est que nous, on n'est pas là pour organiser la révolution ou faire quoi que ce soit. C'est les gens, principalement ceux qui ont soutenu le mouvement des Gilets jaunes. Je pense que c'est caractéristique. C'est eux qui feront le taf, tu vois, de faire la révolution, de faire les mouvements de masse, tu vois. Nous, on est juste là pour essayer de diffuser un maximum le message. Et du coup, notre boulot, il est presque plus technique que politique ou philosophique ou intellectuel. C'est vraiment comment on fait des belles vidéos avec ce message-là. On se le dit un peu en off comme ça, c'est quand on fait une vidéo, il faut que cette vidéo, personne d'autre que nous puisse la faire. En gros, si on se dit, si cette vidéo-là, ça peut sortir sur le média, ça veut dire que ça va sortir sur le média et que du coup, ça sert à rien qu'on la fasse nous. Et qu'il faut trouver d'autres angles, d'autres approches, d'autres critiques, etc., etc. On a un peu ce souci d'être anticonformiste, même dans les médias alternatifs. Parce que si on fait que répéter un discours, on ne sert plus à rien. Donc, c'est un peu ça. Donc, des fois, on se fait mal pour trouver des trucs. Des fois, c'est un peu bizarre. On change souvent d'avis, mais voilà. Et ça me fait penser à la vidéo que j'avais. Je crois que c'est avec celle-ci d'ailleurs que j'ai découvert le canard. Celle où tu évoquais le pacte entre Macron et McFly et Carlito et t'apportais en même temps une analyse tirée de la lecture de Bégodeau. Oui. Donc c'était un mélange voilà, assez étrange, mais qui fonctionnait super bien finalement. Oui, bah, très bon exemple. Très bon exemple. Surtout que du coup, on récupère un peu des images. On l'avait fait aussi avec Amixem, où en gros, Amixem, il avait fait une vidéo qui était bien, mais ça n'a aucun rapport avec ce qu'on fait, d'essayer de mettre en avant des auto-entrepreneurs de machin et de leur donner des sous pour qu'ils puissent se développer en mode Startup Nation, tu sais. Et du coup, ils avaient hésité entre des pailles en plastique, des pailles en paille, littéralement, des pailles en paille, et des mecs qui font du soda sans sucre, avec moins de sucre, quelque chose comme ça. Et nous, on s'était dit, OK, bah, on va prendre la tech de les pailles en paille, c'est pas ce qui est bien. Ce qu'il faut, c'est soutenir ce truc-là. Du coup, on avait dit, OK, on va soutenir ça et on va expliquer la différence entre le capitalisme et le socialisme à travers ça. Et ça avait bien marché aussi. Du coup, tu reprends des trucs de la culture pop, tu prends une prise de position un peu flinguée, de toute façon, on s'en fout, tu vois, c'est pas important. Et là-dessus, tu construis un discours politique. La question, c'est sur quoi est-ce que tu bases ton discours politique? Et Amixem, McFly et Carlito ou un étrange livre de Nietzsche, ça parle à des gens différents, mais ça permet de produire des trucs, quoi. Et c'est ça qu'on aime bien. Franchement, c'est un bon exemple que tu as donné, Gwen. C'est ça qu'on aime bien. Et c'est ça dont on est fier un peu. Il y a beaucoup de vidéos qui sont un peu de la redite sur le canard, qu'on oublie un peu, mais ce genre de vidéos-là, c'est ça qu'on aimerait faire tout le temps. Et ouais, moi j'avais une petite question parce que j'ai regardé plusieurs de tes vidéos et quand tu parles du mouvement des Gilets jaunes, tu dis souvent déjà qu'il s'agit d'un tournant, tu nous l'as un peu dit là jusque-là, et surtout que depuis, là je te cite, j'ai trouvé ça dans la vidéo 26 mai 2018, le jour où les Gilets jaunes sont nés, tu dis on peut pas prétendre ce qui va se passer plus tard, ça c'est encourageant. Pourquoi? Je pense que la grosse lutte, une fois que tu es rentré un peu dans le délire militant, qui n'est pas forcément une bonne nouvelle, la grosse lutte que tu dois entreprendre, c'est lutter contre la misanthropie. Et donc, comme je l'expliquais, c'est que en tant que avant-garde de gauche qui devait éclairer le peuple avant les Gilets jaunes, nous on se disait machin, les gens ils sont chiants, ils se bougent pas, machin. Et en fait, ce qui nous a remis dans un vitalisme qui nous a détruit en nous la misanthropie, c'est pas les réflexions qu'on avait, c'est pas les prémonitions qu'on avait, c'est pas l'idée qu'on avait de machin, si machin gagne les présidentielles, de trucs. Ce qui nous a convaincu qu'il y avait de l'espoir, c'est que ce qu'on n'avait absolument pas prévu arrive et que c'est ça qui soit la force. C'est que les Gilets jaunes, à un moment, sont apparus et que personne ne l'avait prévu, personne ne l'avait vu venir, vraiment. On peut peut-être trouver des trucs, mais personne ne l'avait vraiment vu venir, surtout pas nous. Et du coup, c'est cet imprévu-là qui nous a dit, OK, ça veut dire que malgré le fait que parfois, parce qu'on est un peu fatigué, qu'on se lève le matin et qu'on a vu peut-être un petit peu trop de vidéos sur YouTube, il se pourrait que parfois on devienne misanthrope et qu'on a envie de dire que tout est perdu, qu'il n'y a plus d'espoir. Et ça nous est tous arrivé, tu vois. Et du coup, ne pas oublier la leçon des Gilets jaunes qui est de dire, frérot, tu ne peux pas tout prévoir. Il y a de l'imprévu. Et le fait qu'il y a de l'imprévu, ça veut dire qu'il y a de l'espoir, que ça bouge, que quelque chose vienne, etc., etc. Et que c'est pas parce que tu ne vois rien qu'il n'y a rien qui se passe, et c'est pas parce que tu ne vois rien qu'il n'y a rien qui se mijote, qui se prépare. Ce qui veut dire que, il y a tous ceux qui disent, ça veut dire que tous ceux qui disent qu'il n'y a plus d'espoir sont des débiles, qu'il faut pas les écouter, et y compris quand c'est toi-même qui te le dis à toi. C'est souvent ce cas-là, d'ailleurs, qui. Donc, voilà, je pense que les Gilets jaunes ont été un tournant dans le sens où, avant
j'ai cette impression-là qu'avant, tout était très prévisible parce que tout était organisé à travers des partis politiques. Tout était bien défini, tu vois. On savait ce que c'était la gauche parce que le PS était là, tu vois. Mitterrand, machin, c'est la gauche. Et que du coup, tout était assez prévisible. Là, il n'y a plus de partis politiques de masse. C'est pas eux qui font la vie politique. On est tous des débiles à regarder des vidéos sur Internet. Donc, on est en apparence très seuls, mais en fait, on se partage tous une même culture et qui fait qu'à un moment, ça pète. Voilà. Alors, peut-être que ça va pas péter. Peut-être que ça va péter. Dans le doute, on y va, quoi. Et c'est ça un peu la notion de populisme, comment il a été théorisé par Chantal Mouffe, notamment, sur le diplôme, j'en parle, évidemment. Où elle disait que c'était justement l'éruption d'un nouvel acteur politique qui s'appelle le peuple, où on peut pas trop le définir, tu vois, c'est pas un parti, c'est pas un syndicat, c'est un truc désorganisé qui apparaît comme ça subitement, qui prend le drapeau national et qui va, qui est dégagiste, qui se base sur les trucs concrets, etc., etc. Bon, bah, le peuple, en tant que mouvement politique, ça peut arriver n'importe quand, ça peut être très très fort, ça peut être très puissant, ça peut évoluer très vite, ce qui fait que bah, si rien n'est prévisible, tout est possible, quoi. Du coup, nique sa mère tous les misanthropes, ils ont tort et on a raison. Ouais, c'est super positif. Ça me fait penser à la fin de la vidéo sur le convoi de la liberté, un échec, point d'interrogation. Et tu finis en disant que non, c'est pas un échec, c'est plutôt une victoire, en tout cas pour votre analyse au canard, puisque bah, c'est des masses qui se mobilisent de manière spontanée, avec des nouveaux codes et des références comme les GJ et la Révolution française. Et que même s'ils n'étaient pas super nombreux finalement sur ce convoi, quelques milliers, ben, ça a suffi pour faire peur au gouvernement et aux médias, puisque ils ont envoyé tout de suite la propagande médiatique, ils ont installé tous les flics à Paris parce qu'ils avaient peur de ce qui allait se passer. Ouais. Donc finalement, puis ça revient à ce qu'on disait aussi tout à l'heure avec les questions de Valérie, est-ce que les gilets jaunes sont finis ou non? D'une manière oui, mais d'une manière pas du tout, ils sont encore là, hein, ça couvre toujours. C'est devenu notre imaginaire, tu vois. C'est devenu notre imaginaire. C'est-à-dire que c'est ça que je trouve assez fort. C'est-à-dire que spontanément, quand il y a quelque chose qui va pas dans le pays, spontanément, ce qui se passe, c'est des mouvements à la gilet jaune en France. Voilà. Donc c'est très bien, c'est très bien. Et surtout, moi, ce qui me fait très plaisir, c'est que on va peut-être parler, si vous voulez, plus tard, genre à la place des partis ou des trucs comme ça, si on veut rentrer plus dans ces trucs-là. Mais en tout cas, c'est quand ça merde, c'est nous qui nous occupons avec notre méthode d'organisation, nos revendications, notre culture, nos images, nos symboles, qui s'occupons de ça. Et vous, les partis, vous, les syndicats, vous dégagez. Alors, si vous voulez, les adhérents, allez-y. Hein. Vas-y, on fait pique-nique ensemble, on va discuter. Mais les partis, ça dégage. Il y avait, comment il s'appelait, Rémi Monde, qui avait publié justement une réponse à Philippot, comme d'habitude, qui voulait récupérer un peu le truc, et qui lui a dit, bah, frérot, t'es gentil, mais nous, on est un partisan, on va le rester, on est neutre, on va le rester, pour qu'il y ait un maximum de personnes qui viennent. Et je trouve que c'est une très bonne façon de, même si c'est pas pour moi trop le cas aujourd'hui, mais si il y a plus véritablement d'espérance au niveau des partis, s'il y a plein de corruption, des trucs comme ça, il nous reste ça comme base solide de contestation, qui ne pourra jamais être récupérée par la corruption des médias, par la corruption des syndicats, par la corruption des partis, qui fait que c'est un bon, qu'on appelle ça un bel anticorps, je trouve. Même si après, il faudra discuter la stratégie de comment est-ce que ça va aboutir ou tout ça. Mais je trouve qu'en France, on a cette chance-là d'avoir cette réponse qui soit organisée, qui parle très vite de constituante, qui parle très vite de contestation sociale, etc. C'est pour ça que les Gilets jaunes ont imprégné notre culture politique, qui était déjà assez forte, mais ils l'ont renforcée, je trouve, dans le bon sens. Et ça, on est les héritiers constants de ce travail-là qui a été amorcé en 2018. On a vu que tu utilisais plusieurs canaux de communication, justement, genre Discord, YouTube, Facebook. Tu nous l'as dit un peu, donc ça change en fonction de chaque public. Qu'est-ce que ça peut t'apporter en plus? Je dirais il y a 3 raisons principales qui sont un peu toutes liées. La première, c'est imaginons, c'est possible que ça arrive, très probable que ça arrive un jour ou l'autre, pour l'instant c'est pas trop le cas, que pour une raison X ou Y, notamment une réélection de certaines personnes au pouvoir, YouTube décide de nous shadowban. Shadowban, ça veut dire quoi? Ça veut dire en gros que c'est pas que les vidéos sont supprimées, c'est que au lieu de faire 20 000 vues, ça fait plus que 5 000, tu vois, petit à petit. Et on ne sait jamais si c'est vraiment nous qui sommes responsables de ça, ou si c'est les shadowban, ou si c'est l'algo et tout ça. Et du coup, si nous, on n'est que dépendant de YouTube,
Ça veut dire qu'au moment possible où ça va arriver, on est baisé, quoi. On est baisé. C'est-à-dire que tout le travail qu'on a fait, il est perdu parce que l'algo a choisi. Alors du coup, si on est sur YouTube, ok, mais on est aussi sur Facebook, ok, on est aussi sur Twitch, on est aussi sur un peu sur Discord, on est aussi sur TikTok, etc. C'est un peu l'assurance qui fait que quoi qu'il arrive dans le pays, on arrivera à trouver des réseaux pour balancer notre sauce, quoi. Donc ça, premier truc, c'est un peu la sécurité. C'est pour ça qu'on a fait CanardTube aussi, le Discord, qui est un YouTube alternatif, libre, qui sont hébergés chez nous, etc. La deuxième raison, elle est plus sociologique, je crois, c'est que je vais être très caricatural, volontairement, vraiment volontairement. Sur Facebook, tu as plus des boomers, tu vois. Des boomers, plus réseau gilets jaunes, machin. C'est très rigolo parce que, par exemple, la vidéo sur Zemmour ou la vidéo sur Macron, qui sont des vidéos très dégagistes, elle marche beaucoup sur Facebook ou même sur l'Ukraine, ça a beaucoup trop de vues. Par contre, les vidéos, on essayait de faire un peu de la déconne avec Nina en mode React où on fait des blagues de jeunes, là, ça fait 20 partages, je crois. Alors que genre Ukraine, c'est 11 000 partages. C'est littéralement 20 partages. Du coup, on voit qu'il y a une très nette différence, alors que sur YouTube, la vidéo avait plutôt bien marché. Et donc, ça veut dire que sur Facebook, on ne va pas du tout toucher les mêmes personnes que sur YouTube, et encore moins sur TikTok, et encore moins sur Twitch. Twitch est une bulle dans une bulle dans une bulle, tu vois. Et donc, vu que nous, on a quand même on a le style et on a l'objectif de toucher un maximum de personnes, il faut passer par différents canaux et ça marche plutôt en tout cas sur YouTube et Facebook. Il y a un peu cette complémentarité là qui nous intéresse et c'est pour ça qu'on va aller sur TikTok et c'est pour ça qu'on va sur Twitch aussi. C'est pour toucher ces différentes personnes et ça en vient à la troisième raison qui est de ne pas s'enfermer sur un format et un public. Je pense qu'on aurait pu très vite être très débile si par exemple on s'était concentré que sur YouTube et Twitter. On serait devenus des gauchistes insupportables, c'est sûr. En quelques mois, on serait devenus des gauchistes insupportables, à réagir à des dramas débiles et à rendre des comptes à des personnes qu'on connaît même pas juste parce qu'ils nous ont insultés sur Twitter. C'était possible, tu vois, que ça finisse comme ça. Et du coup, on a viré Twitter, on s'est intéressé plus à Facebook. Et quand on a besoin de parler avec des gens qui ont un peu notre culture, on va sur Twitch. Et comme ça nous permet après d'avoir un rapport plus sain avec YouTube, et etc., etc. Et du coup, je pense que tu as un peu ce truc de ne veut pas s'enfermer dans un format. Et déjà que c'est très enfermant de faire de la vidéo. Si en plus on s'enferme dans des formats sur des plateformes, on devient très rapidement débile. On a souvent été débile à cause de ça. Du coup, non, ça n'arrivera plus. Mais Twitch, à l'origine, c'est les jeux vidéo. On a l'impression que ça prend de plus en plus de place chez les militants. Oui. Bah, j'ai l'impression. Déjà, c'est très communautaire parce que moi, j'ai l'impression que sur Twitch, il n'y a que la même communauté que je suis, tu vois. Peut-être qu'il y a je sais plus comment il s'appelle, le gars du Monde Libre là, avec plein de poils partout là, qui passe un peu chez Arte et compagnie, qui fait pas mal de trucs. Et je crois que tu as David Dufresne un peu qui fait des lives, donc il lui plus de tradition gauche machin. Et sinon t'as pas grand monde. J'ai l'impression qu'il fait de la politique, à part des gens qui sont très consensuels télé, tu vois, genre ceux qui fait Backseat, là j'ai oublié le nom, ou alors Hugo Décrypte ou des trucs comme ça qui font un peu de la télé, c'est un peu nul. Et des trucs alternatifs comme ça, genre alternatif gilet jaune, il n'y a pas sur Twitch. Là où ça a été beaucoup investi, c'est tous les milieux que nous on suit beaucoup et qu'on aime beaucoup, qui sont un peu nés de la culture rap, nés de la culture LGBT, nés de la culture un peu mélanchonienne, ce truc un peu bizarre qui sont des gens qui ont une culture qui sont très cadrés. Et nous, c'est là-dedans qu'on s'inscrit un peu quand on fait des live Twitch, tu vois. On a cette communauté-là, que nous, on adore, tu vois, on est largement influencé par ça, mais qui n'est pas du tout la même, par exemple, que sur Facebook. Je pense qu'il n'y a aucune personne en commun là, dans ces deux trucs. Et le danger de Twitch, c'est qu'il y a très peu de personnes qui regardent ça, en réalité. Par exemple, les plus gros Twitchers que nous, qui sont des copains, que nous, on aime beaucoup, qui nous ont énormément inspirés, c'est Danny et Raz. Danny et Raz, c'est les plus gros quasiment. Ils font 1000 vues, 1500 personnes en direct. En rediff, ça fait 20 000 vues. Ça veut dire que les plus gros Twitchers sont même pas à notre niveau dans notre truc YouTube. Tu vois. Et en fait, là, pour comprendre un peu ça, il faut se dire que Twitch, c'est vraiment, je pense, hein, peut-être que je me trompe et que c'est un effet de bulle, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup de personnes d'une certaine gauche, il y a assez critique de la gauche sur Internet d'avant, un peu la nouvelle génération, et c'est un peu de la formation militante à ça. Et comme je disais, Danny et Raz, par exemple, eux, ils font peut-être moins de vues,
mais ils ont une influence culturelle et militante très forte. Et que nous, clairement, par exemple, au Canada, il y a eu un avant et un après Dany Raz. À un moment, ils nous ont influencés culturellement, politiquement, esthétiquement, beaucoup esthétiquement, et ça a fait que ça nous a transformés. Ce qui fait que notre discours a beaucoup plus d'impact aujourd'hui, parce que Dany et Raz ont fait des lives, et du coup, voilà, c'est un peu ce délire-là. Mais Twitch, c'est vraiment, je crois que on peut se piéger dans le côté, en plus, c'est très économiquement, on peut faire plus d'argent facile que sur YouTube. Du coup, on peut se forcer à avoir 200, 300 personnes qui nous suivent en live et suffire ça. Nous, on aime bien parce que ça nous régénère et que ça permet de faire de la déconne et d'avoir un humour très bizarre. Et ça, on aime beaucoup parce qu'il y a plein de gens très bizarres qui nous suivent. Mais par contre, ça ne nous suffit pas dans le sens où ça fait pas assez de vues, ça change pas assez. C'est tout une même sociologie, c'est un peu de l'entre-soi. L'entre-soi, ça a du bon, mais nous, on pourra pas faire que du Twitch. Il faut qu'on fasse du YouTube et du Facebook pour que ça pète les compteurs et qu'on discute avec d'autres gens. Parce que c'est pas avec les gens sur Twitch qu'on va faire la révolution. Par contre, c'est les gens sur Twitch qui nous permettent à nous de nous inspirer esthétiquement, politiquement, et qui permettent d'avoir plus d'impact. Donc je vois ça un peu comme un think tank Twitch. Un think tank des militants de gauche un peu bizarres, qui nous permet de créer des nouvelles choses. Et nous, on se réapproprie leurs idées et on essaye de diffuser en mélangeant, comme je vous ai dit, plein d'autres cultures. Mais du coup, c'est grand écart avec TikTok. Ouais, TikTok, c'est un autre délire. Hein. C'est pour ça que c'est bien parce qu'en vrai, nous, on discute un peu souvent de ça. Et la vidéo écologie, on parlait un peu. Je pense que sociologiquement, on est un peu flingué. Culturellement, on est un peu flingué. Ça, c'est Internet, on a bouffé de tout, tu vois. On a mal bouffé de tout. Et puis après, avec les mouvements sociaux, les gilets jaunes, machin, enfin, c'est n'importe quoi dans nos têtes. Ce qui fait qu'on arrive, on est dans un positionnement, donc c'est le bordel dans notre tête, mais je pense qu'on arrive dans un positionnement où on peut parler à un peu tous les publics, tu vois. On arrive à parler sur Twitch, que je disais, qui est vraiment une communauté vraiment à part. Je veux dire, vous, si vous regardez un des live Twitch que nous on regarde, vous allez, je pense, rien comprendre à ça. Même nous, on comprend pas tout, tu vois. Donc très spécifique, mais en même temps, on arrive à parler à encore je caricature, à des boomers sur Facebook, à des gauchistes sur YouTube, et demain, j'espère, à des jeunes dépolitisés sur TikTok. Et on a l'impression que culturellement, on est suffisamment flingué et confus pour le faire, et du coup, on va profiter de ce privilège que nous avons pour le faire, quoi. Et ça va être intéressant, ça va être trop intéressant de dire comment on politise des jeunes qui sont sur TikTok. Genre les mecs ils zappent plein de trucs un peu qui peuvent être un peu débiles ou trucs comme ça. Et à un moment, vidéo du canard, il faut qu'il reste et qu'il regarde 2 heures parler quelqu'un qui parle de l'Ukraine et de la guerre, quoi. Chelou. Et ça va être un vrai défi. Et ça nous motive aussi. C'est-à-dire on sort un peu de YouTube et on va essayer de trouver de nouveaux formats. Ça change nos habitudes, ça change notre façon de penser. Et ça, c'est important parce qu'en vrai, on reste souvent dans le local, etc. Comme je vous ai dit. Il faut qu'on gère nos habitudes et notre renouvellement. Et du coup, ça va être bien. Ça va être intéressant. Peut-être que ça va pas marcher, mais je pense que ça peut le faire. En vrai, ça peut le faire. C'est important de se renouveler en permanence. Ouais. Bah, c'est important, d'autant plus que c'est pas naturel, en fait. Je pense à d'autres youtubeurs. Je pense à, comment il s'appelle moi, j'ai cette impression-là par rapport à lui. Genre Tabibian, si vous connaissez, je suis pas content TV. Moi, j'ai cette impression-là, tu vois, que il y a peu de renouvellement, que ce soit au niveau de la forme, au niveau de l'esthétique ou du message politique, et que c'est un peu toujours la même chose qui revienne. Et en fait, sur YouTube, une fois que tu as un public, je vais être un peu caricatural, mais qui est suffisamment, surtout en politique, que tu arrives suffisamment à angoisser pour qu'ils reviennent à chaque fois sur tes vidéos, et qu'ils deviennent un peu misanthropes et tout ça, franchement, c'est assez facile de se faire une communauté, de récupérer un SMIC et de continuellement refaire les mêmes vidéos avec peut-être un peu d'humour, mais avec beaucoup de dépit, en mode machin, regardez l'angoisse, le monde va mal, il n'y a pas d'espoir, de machin truc. Parce que c'est très bien la gauche. Elle sait très bien faire ça sur Internet. Et du coup, nous, on s'est dit, non, on veut pas faire ça, on veut se renouveler, on va avoir un discours un peu porteur. Et comme je vous ai dit, vous voyez que les vidéos sur Internet, mais nous, notre vie, c'est comment est-ce qu'on s'organise au quotidien, comment est-ce qu'on fait nos habitudes au quotidien. C'est-à-dire que moi, le plus gros changement que j'ai eu ces derniers jours, c'est que maintenant, le midi, je mange des soupes et je mange plus de repas consistants, tu vois. En vrai, on s'en fout, mais dans ma vraie vie, c'est ça les trucs qui changent, qui me font réfléchir de machin. Pour vous dire le peu de renouvellement que nous impose la situation, et du coup, il faut qu'on se force un peu pour se renouveler, c'est-à-dire qu'il ne faut pas rester seul et qu'il faut faire en sorte d'avoir suffisamment de pognon pour engager les copains. Ça, c'est très important de faire des collectifs. C'est un peu la leçon de Dany Raz aussi. Il faut faire des collectifs. Il faut se forcer à regarder les gens avec qui on n'est pas d'accord. Il faut se forcer à changer d'avis. Nous, on a cette culture de
quand on change d'avis, c'est qu'on affine notre position. Du coup, il faut qu'on change d'avis, il faut qu'on crée les conditions pour qu'on change d'avis. Du coup, quand on discute entre nous, on fait exprès de prendre des positions antagonistes pour savoir comment est-ce que ça va évoluer. Enfin bref, on a des trucs comme ça. Parce que sinon, encore une fois, on est dans un local, on peut très vite être névrosé par Internet, par Twitter et devenir des débiles. Donc, il faut se forcer à se renouveler, quoi. Ça va? Oui. Ouais. C'était très clair. Non, clairement. Puis je pense que c'est quelque chose que vous avez enfin, on l'a tous vécu un peu pendant les confinements, de se retrouver enfermé chez soi. Mais bon, on a hâte de la suite en tout cas. Je sais Non. pas si Valérie, Gwen, vous aviez encore des questions un peu. Ok, j'ai vu sur ta chaîne YouTube, bon alors c'est classé un peu, il y a les revues de presse, les, un peu les vidéos de fond et tout, et j'ai vu qu'il y a dans le classement un classement spécial rien que pour Assange. Donc il a une position particulière chez vous? Oui, oui, tout à fait. Alors, Julian Assange, je pense que c'est le truc qu'on a le plus travaillé, qui nous a le plus influencé. En fait, c'est un cas très particulier où on peut en parler des heures, mais en gros, c'est l'éléphant dans la maison qu'on n'a jamais vu, auquel on s'est jamais intéressé, et pourtant qui signifie énormément de choses. Tu vois, c'est le journaliste qui a créé le média le plus révolutionnaire, qui a autant publié que l'ensemble de tous les autres médias dans l'histoire de l'humanité, 10 millions de documents authentiques sur la guerre d'Irak, etc. Et ce gars-là est en train de se faire buter par la justice britannique, par les États-Unis, etc., dans l'indifférence totale et des pouvoirs, c'est pas étonnant, et des médias, c'est un peu plus étonnant, et des gens en général, tu vois, avec une grosse critique de la gauche qui n'a pas réussi, la gauche institutionnelle, qui n'a pas transmis la critique véritablement de Assange, etc. Et nous, ça nous a beaucoup parlé. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça montre la réalité concrète des limites qui sont imposées par un pays qui s'appelle les États-Unis et ce dont ils sont capables en termes de mensonges, de manipulation, etc. Et ça nous permet en fait de sortir, ça au fond que j'aime beaucoup, c'est que ça nous permet de sortir du concept, de la métaphysique, de machin, des trucs, vous savez, cette accumulation de concepts que certains militants aiment beaucoup faire. Là, on est dans le concret de les États-Unis sont en train de buter quelqu'un parce qu'il a fait le média le plus révolutionnaire qui soit. Et ça pose plein d'autres questions. Ok, ils ont fait ça sur Assange, et du coup, tu te creuses la tête, mais attends, ils sont en train de le faire sur Cuba aussi. Ils sont en train de le faire sur Venezuela aussi. Et du coup, ça transforme en fait toute ta vision, et ça permet d'avoir, je trouve, une espèce de recul et quelque chose de très matériel dans la façon de penser, de très concrète, voilà, de très concrète que j'aime beaucoup. Et je trouve que on fait beaucoup plus sainement de la politique à travers l'internationalisme et les trucs géopolitiques, etc., qu'à travers des concepts un peu flingués, comme on l'a dit, gauche, droite, etc. Je veux dire, moi, je m'en fous que tu sois de gauche ou que tu sois de droite. Si tu connais Assange, on peut discuter de ça, et là, on va produire des choses hyper intéressantes et hyper radicales. Parce que Assange, le cas Assange est contre toutes les oligarchies, toutes les impérialistes et tous les médias corrompus. Je trouve qu'il a un aspect très populiste en soi, Julian Assange, dans ce qu'il a fait. Enfin, moi, je fais l'approche un peu du populisme, donc un peu des gilets jaunes. En gros, le gars, il disait, on va révéler des documents de manière brute sans jamais passer par aucun média. Alors, pour le traitement, ils ont demandé un machin truc, mais tout est consultable sur Internet. C'est-à-dire que n'importe qui peut lire les documents classés secret défense des États-Unis sans que ça passe par une salle de rédaction, sans que ça passe par des actionnaires, sans que ça passe par la télé, le machin, truc. Tout est librement accessible. Et c'est approprié la technique pour faire quelque chose qui a renversé les puissants, de la même façon que les Gilets jaunes se sont réappropriés Facebook et les automédias pour essayer de renverser la Macronie. Et qu'il y a une espèce de continuité là-dedans que je trouve assez belle. Et surtout, vu que Julian Assange, c'est l'éléphant dans la pièce, tu vois, dans la maison, une fois que tu dis, hey, Théma, il y a un éléphant là, les gens disent, putain, ah oui, il y a un éléphant. Et du coup, là, t'accroches aussi, et là, tu peux construire un truc politique fort. Et surtout, Assange, il est en train de crever de manière assez héroïque, et que du coup, tous les soutiens qu'on peut apporter, c'est bien. Et ça permet, comme je disais, de radicaliser la question. Voilà, soutenir Assange, c'est pas n'importe quoi, et il n'y a pas tout le monde qui le fait. Et ceux qui le font, en général, ils le font pour des bonnes raisons, et c'est bon signe. C'est un bon point de clivage. Moi, j'aimerais bien qu'on arrête de dire est-ce que tu es de gauche ou de droite, c'est est-ce que tu soutiens Assange ou pas. Tu vois, ça serait incroyable. Donc, voilà. Justement, j'avais été surprise. Alors, je me suis posé la question pourquoi il n'y a pas plus de soutien le concernant, bon, de la part du gouvernement ou des médias institutionnels, là, on comprend bien sûr, mais dans la population, je me dis est-ce qu'ils sont assez informés?
Et j'avais été surprise sur un plateau télé de voir un type, alors je me souviens plus de qui c'était, mais c'était quelqu'un qui était inscrit, qui avait une image de défenseur des droits de l'homme et de personne quand même assez engagée humainement. Et tu te dis, normalement, il devrait soutenir le cas Assange, du coup. Et en fait, j'ai été super surprise de ce qu'il disait, c'est qu'il ne le soutenait pas du tout, même lui. Et il disait, non, non, Assange, c'est pas un journaliste, c'est un espion, c'est un gars qui a menti, qui a trahi, et ce qui lui arrive, c'est normal. Et ça m'avait vraiment surprise. Et du coup, forcément, si même les gens dont on attendrait un engagement, ils ne le font pas, forcément, les gens qui ne sont pas au courant, ils ne vont pas suivre. Je suis d'accord avec toi. Quand je disais, en fait, Assange, pour moi, c'est un grand point de clivage. Et je crois qu'il y a toute une construction institutionnelle, idéologique de gens qui se font passer pour des défenseurs des droits de l'homme, comme des gens qui se font passer pour des défenseurs de la liberté d'expression, les journalistes, etc., comme les partis qui se font passer pour, etc., etc. Et il y a toute une espèce de spectacle, tu vois, pour parler comme Guy Debord, une espèce de spectacle où on avait l'impression que tu avais des pouvoirs et des contre-pouvoirs, des machins et des trucs. Pour moi, Assange est le révélateur de qui est vraiment, qui tient vraiment des positions pour la liberté, pour la démocratie et pour la justice. Et du coup, c'est un vrai révélateur puissant, véritablement puissant, beaucoup plus puissant, je trouve, que Cuba, par exemple. Cuba est intéressant. Julian Assange, tu ne peux pas ne pas soutenir le type si tu as une once, si tu connais le sujet et que tu as une once de décence, je pense. Alors peut-être que ça va trop loin là-dedans, mais j'ai l'impression que c'est un vrai point de clivage et qu'il faut s'en servir comme ça. Tous ceux qui ne soutiennent pas Assange et qui ont le pouvoir de le faire, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas, les gens. Et ce qui est intéressant, c'est comme tu dis, pourquoi est-ce que les gens ne s'intéressent pas à ça? Je pense que tu as eu tout cet univers qui n'est pas forcément seulement la corruption, mais surtout idéologiquement. Tu vois. Idéologiquement, naturellement, les journalistes se sont désolidarisés d'Assange sans qu'ils aient un appel du secrétaire d'État de la Maison-Blanche. Tu vois. C'est que idéologiquement, tu avais ça. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant, cette idéologie-là, elle n'a plus du tout le monopole médiatique. Que nous, on est là. Tu vois. Et ce qui fait que la seule chose qui restait pour que les gens ne s'intéressent pas à la question d'Assange, c'est la médiatisation, parce que maintenant on a une culture différente, et vu qu'on a des médias différents, on va pouvoir diffuser ça. Donc à mon avis, aujourd'hui, on a la possibilité que si on le diffuse largement, il n'y a aucune raison pour laquelle ça ne fonctionnerait pas. Avant, on n'avait pas l'emprise sur les médias et c'était corrompu idéologiquement. Maintenant, ils n'ont plus le monopole médiatique. Nous, on a une autre voix aussi, il faut l'utiliser. Et c'est pour ça qu'il faut parler de Assange à toutes les vidéos. Toutes les vidéos. Ok. C'est bon, c'est fait. On se rappellera. Après, il y a quand même un peu de... Il y a des gens qui agissent. Moi, je me souviens, il y a mes parents, par exemple, qui ont pris le bus, je ne sais pas à quelle heure, à 5 heures du mat à Paris, pour se rendre, alors c'était se rendre devant la prison où était Assange, donc avec un groupe. Je ne sais même pas avec quel groupe ils ont fait ça. Je ne sais plus. Enfin voilà, ils ont fait l'aller-retour dans la journée, je crois. Donc ils ont fait une petite manifestation devant la prison, puis ils sont revenus le soir sur Paris. Donc il y a des organisations quand même pour essayer de mobiliser les... Gilets jaunes, Gwen. Historiquement, il n'y a pas grand monde qui a soutenu. Mélenchon qui était allé le voir quand il était à l'ambassade, donc 2013, je crois, un truc comme ça. T'as les Gilets jaunes, je pense qu'il y a un peu cette culture-là avec Branco. Je pense que Branco a beaucoup joué là-dessus, c'est un ancien avocat d'Assange. Mais sinon, il n'y a pas grand monde qui se l'a approprié. Hein. Bon, ça, c'est déjà pas mal. Tu as Mélenchon et les Gilets jaunes qui te soutiennent, c'est déjà pas mal. Mais je pense pas qu'il y a beaucoup d'autres acteurs qui font ça. Souvent, c'est très désorganisé. Et là, par exemple, tu as eu les députés là, qui ont voté. Tu as une quarantaine de députés qui avaient signé une pétition pour la libération d'Assange, etc. Ça a été vu nulle part dans aucun autre pays. Tu vois. Donc en France, ça bouge. C'est pour ça qu'il faut d'autant plus en parler. C'est qu'on a cette responsabilité-là de sauver le bonhomme et de cultiver un peu son héritage. Incroyable. Grand anarchiste. Il a failli réaliser le rêve médiatique anarchiste. Il l'a réalisé pendant quelques mois. Après, il a fini en tôle, mais c'est chouette. Merci beaucoup en tout cas, Johan. C'était vraiment super sympa de te rencontrer, puis que tu nous expliques toute l'histoire un peu avec le média. Vous avez fait sacrément de chemin en tout cas, et puis comme tu le répètes et comme tu as l'air de vouloir le soutenir, ça donne de l'espoir tout ce que vous faites, et de l'espoir il y en a dans cet imprévu, chez les flingués, voilà. Et on est ravis d'avoir passé la soirée avec toi. Merci. Merci beaucoup à vous. C'est chouette.